La moitié des Chiliennes et des Chiliens n'ont pas de logement. Mais ce chiffre terrible se répète à travers le monde, comme on le verra dans cette vidéo. Le Chili, une terre d'une beauté impressionnante, des imposantes montagnes des Andes à la vaste et sereine côte de l'océan Pacifique. Ce pays est une mosaïque de merveilles naturelles, où le paysage raconte une histoire de majesté et de contraste. Mais sous cette beauté se cache une lutte souvent dissimulée derrière les paysages pittoresques et les chiffres de développement apparemment positifs. Une lutte aussi réelle que les montagnes et la mer. C'est une lutte pour quelque chose de fondamental. La moitié du Chili lutte pour un toit. Dans les zones urbaines animées, des familles cherchent désespérément un abri, un endroit qu'elles peuvent appeler chez elles. Voici Miguel Launer, un architecte qui ne concevait pas seulement des bâtiments, mais aussi des idées. Des idées capables de transformer des vies et de remodeler des communautés. Un véritable exemple à suivre. Launer ne se contentait pas de plans, il voulait réformer le système. Il imaginait une société où l'architecture serait au service du peuple, et pas seulement de quelques privilégiés. Il considérait le logement non comme un privilège pour les riches, mais comme un droit pour tous les Chiliens. Sa vision était claire. Chaque famille méritait un logement sûr et décent. Et il voyait clairement l'ennemi. La spéculation immobilière, cette pratique consistant à traiter les maisons comme des pions de Monopoly, faisant grimper les prix et expulsant les familles. Déjà à cette époque, les prix des logements atteignaient des niveaux ridicules. C'était une bataille contre la cupidité et les inégalités. Launer ne se contentait pas de paroles, il agissait. Il était sur le terrain, travaillant aux côtés des ouvriers du bâtiment, s'assurant que sa vision devienne réalité. C'était un homme d'action, dirigeant la CORMU, la Corporation de développement urbain, sous le gouvernement Allende. Sous sa direction, la CORMU est devenue un symbole d'espoir pour beaucoup. Ce n'était pas un travail de bureau. La CORMU était en première ligne du combat pour le logement, construisant des logements abordables et défiant les spéculateurs. C'était une lutte pour l'âme de la nation. L'histoire de Launer est plus qu'une histoire de briques et de ciment. C'est une histoire de justice, d'égalité et de lutte pour un Chili où chacun a un toit. C'est une histoire de résilience, de vision et d'un engagement indéfectible pour un avenir meilleur pour tous. Maintenant, mettons les choses au clair. Un logement n'est pas une simple marchandise à acheter et à vendre. C'est un droit humain. Launer n'était pas un radical qui détestait le libre marché. C'était un visionnaire pragmatique qui comprenait les complexités des systèmes économiques. Il croyait au marché, mais il croyait aussi aux limites. Il voyait le marché comme un outil et non comme un maître. Il a vu le danger de laisser la main invisible du marché se transformer en un point avide, pressurant les familles. Le marché sans contrôle pouvait mener à l'exploitation et à l'inégalité. Launer argumentait que la terre, ou une parcelle de terrain, n'était pas comme une voiture ou un téléphone dernier cri. La terre est un besoin humain fondamental. Un toit au-dessus de sa tête est essentiel à la dignité et à la stabilité. Au même titre que la santé et l'éducation, il pensait que l'État avait le devoir de garantir que chacun ait accès à un logement sûr et abordable. Il s'agissait de créer les bases d'une société meilleure, et donc d'un État plus fort. Il ne s'agissait pas de charité, attention. Il s'agissait de justice dans l'accès à la terre et à toutes les opportunités qu'elle offre. Launer croyait au travail et à la responsabilité personnelle. Il savait que les gens voulaient gagner leur vie, mais ne le pouvaient pas, car les opportunités sont accaparées par les propriétaires terriens et les spéculateurs. Dans un jeu truqué, Launer comprenait que la partie était pipée au détriment des familles de travailleurs. Le système était truqué en faveur des riches. Avec des prix de l'immobilier exorbitants et des salaires stagnants, devenir propriétaire était un rêve inaccessible pour beaucoup. Les obstacles étaient tout simplement trop importants. La solution de Launer, l'État devait intervenir, non pas pour remplacer le marché, mais pour rééquilibrer les chances. Ce faisant, il pourrait garantir que chacun ait une chance équitable de réaliser le rêve de posséder son propre logement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'en est-il des aides au logement? Cela n'aide-t-il pas les gens à payer leur logement? Eh bien, Launer vous dirait de calmer un peu vos ardeurs. Il voyait clair dans ce jeu de dupes. Selon lui,
Les aides n'étaient pas la solution, mais du bois pour alimenter le feu. Comment cela? Imaginez que l'on déverse de l'argent sur un marché où la demande dépasse déjà l'offre. Que se passe-t-il? Les prix grimpent, grimpent et grimpent. L'honneur soutenait que les aides ne faisaient que remplir les poches des promoteurs, des spéculateurs et des propriétaires fonciers, gonflant encore plus la bulle immobilière. N'oubliez pas, ces personnes cherchent à gagner de l'argent et ne vont pas laisser passer une occasion simplement parce que le gouvernement se montre généreux. Launer pensait qu'au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres, le gouvernement devait s'attaquer à la racine du problème, la spéculation foncière. Ceci nous amène à Cormu, le bébé de Launer. Il ne s'agissait pas seulement de construire des maisons, il s'agissait de construire des communautés. La mission de Cormu était de créer des logements abordables, mais pas du genre impersonnel et produits en série. Il parlait de communautés bien conçues et intégrées avec des parcs, des écoles et des centres communautaires. Des endroits où les familles pourraient prospérer et pas seulement survivre. Mais le véritable génie de Cormu résidait dans son approche du foncier. Il ne voulait pas jouer le jeu des spéculateurs. Au lieu d'acheter des terrains à des prix gonflés, ils ont utilisé leur pouvoir gouvernemental pour exproprier des terrains qui étaient retenus à des fins de spéculation et leur donner une utilité publique. Il ne s'agissait pas de punir les propriétaires terriens, il s'agissait de donner la priorité aux besoins de la majorité sur la cupidité de quelques-uns. 5e section. Ghettos verticaux. Entassés dans les hauteurs, vivant dans le dénuement. Abordons maintenant le sujet des gratte-ciel. Ces ghettos verticaux contre lesquels l'honneur s'est toujours élevé. Imaginez ceci. Des gratte-ciel imposants, remplis de familles, sans espace vert, ni sentiment de communauté. Ce n'étaient pas des foyers, c'étaient des cages en béton. Launer voyait cela comme une forme de ségrégation sociale, où les pauvres étaient parqués dans des logements bon marché et à haute densité, tandis que les riches profitaient de maisons spacieuses et de banlieues verdoyantes. Launer soutenait que les véritables solutions de logement devaient être holistiques, en considérant non seulement la structure physique, mais aussi le tissu social d'une communauté. Il a défendu les logements à revenus mixtes, où des familles de tous horizons pourraient vivre ensemble, brisant les barrières et favorisant un sentiment d'appartenance. Pour l'honneur, il ne suffisait pas de mettre un toit au-dessus de la tête de quelqu'un. Il fallait créer un lieu où il pourrait réellement vivre. 6e section. Le funambulisme du logement. Trouver un équilibre entre le devoir de l'État et les forces du marché. Certains pourraient ne qualifier Launer de rêveur, d'idéaliste utopiste. Et bien sûr, il y a des contradictions dans ses arguments. Il critique les subventions tout en prônant une intervention massive de l'État sur le marché immobilier. Mais c'est le propre des problèmes complexes. Ils ont rarement des solutions simples. L'héritage de Launer ne consiste pas à trouver toutes les réponses, mais à poser les bonnes questions. Il nous oblige à confronter la vérité qui dérange, à savoir que le logement est à la fois un bien social et un produit économique. Et trouver le juste équilibre entre ces deux réalités n'est pas chose aisée. C'est comme marcher sur une corde raide. Cela exige une réflexion approfondie, des actions audacieuses et surtout, la volonté de remettre en question le statu quo. 7e section. Les échos de l'honneur. Bataille moderne contre la spéculation. Vous pourriez vous dire, tout cela est bien beau, John, mais nous sommes en 2025. Le message de l'honneur est-il toujours pertinent? Absolument. Des favelas de Rio à la banlieue parisienne, les villes du monde entier sont confrontées aux mêmes problèmes d'accès au logement et de spéculation. Les idées de Launer ont peut-être été forgées dans le creuset de la politique chilienne, mais elles résonnent bien au-delà de ses frontières. À Berlin, les citoyens ont voté en faveur de l'expropriation des grands propriétaires pour freiner la hausse des loyers. À Barcelone, la mairie utilise des logements vacants pour loger les sans-abri, malgré le fait que 80% des terrains du pays soient vides. Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont l'esprit militant de Launer et sa conviction dans le pouvoir de l'action collective inspirent une nouvelle génération de défenseurs du logement. 8e partie. Au-delà des briques et du ciment. Le coût humain des inégalités en matière de logement.
Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit pas seulement d'économie ou d'urbanisme. Il s'agit de la vie des gens, de la stabilité économique même du pays. Le manque de logements abordables a des conséquences dévastatrices. Il contraint les familles à choisir entre payer leur loyer ou mettre de la nourriture sur la table. Il pousse les gens à la périphérie des villes, loin des emplois et des opportunités. Chaque terrain vague représente en réalité une personne sans logement. Chaque terrain vague est un emploi en moins. Chaque terrain vague est une personne qui a faim. Chaque terrain vague est un impôt en moins pour l'État. Et la moitié de la population n'a pas accès à ce terrain vague. Une telle réalité terrible érode les communautés, exacerbe les inégalités et aggrave la crise économique. Launer comprenait qu'un foyer est plus que 4 murs et un toit. C'est un sanctuaire, un lieu pour construire une vie, pour élever une famille, pour rêver d'un avenir meilleur. Lorsque nous laissons la spéculation se déchaîner, nous ne faisons pas que faire grimper les prix. Nous séparons les familles, brisons les aspirations et sapons le tissu même de notre société. 9e section. Un plan pour l'avenir, l'héritage de Launer et la lutte continue. Cette section explore l'impact profond du travail de Miguel Launer et la lutte continue pour un logement équitable. Alors, où allons-nous maintenant? Comment pouvons-nous tirer les leçons de la vie de Launer et les appliquer aux défis d'aujourd'hui? La vie et l'œuvre de Launer offrent un plan. Non pas un plan rigide, mais un ensemble de principes directeurs. Des principes qui soulignent l'importance de la participation citoyenne et du développement durable. L'importance de l'intervention de l'État, garantissant l'existence de politiques pour protéger les plus vulnérables de notre société. La nécessité de donner la priorité au bien commun plutôt qu'au profit privé, en reconnaissant que le bien-être de la communauté doit primer sur le profit individuel. La compréhension que le logement est un droit fondamental et non un privilège. Chacun mérite un endroit sûr et protégé où vivre. Son héritage est un appel à l'action, un rappel que nous devons continuer à nous battre pour ces principes, un rappel que nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que la crise du logement s'aggrave. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du manque de logement et des logements inadéquats. La lutte pour un logement abordable est un marathon, pas un sprint. Elle exige un engagement et une persévérance à long terme. Elle nécessite un effort soutenu, une volonté politique et le courage de défier les intérêts établis. Nous avons besoin de dirigeants prêts à défendre ce qui est juste. Mais comme Launer nous l'a montré, c'est une lutte qui vaut la peine d'être menée. Son dévouement et sa passion continuent d'inspirer de nouvelles générations de militants et d'urbanistes. Une solution efficace et simple pour aborder ce problème est la mise en place d'une taxe sur les terrains vacants. Actuellement, les propriétaires de terrains vacants ne paient pas d'impôts, ce qui leur permet de garder leur propriété vacante pendant des générations. Et il y a des millions de terrains vacants. Or, si une taxe de $200 par an était instaurée pour chaque terrain vacant, cela inciterait les propriétaires à développer leurs terrains, ou du moins à les mettre sur le marché. Cette taxe non seulement générerait des revenus pour les caisses municipales, mais pourrait également être utilisée pour financer et améliorer les infrastructures de la communauté, voire supprimer d'autres taxes néfastes qui pénalisent l'entrepreneuriat. De plus, en taxant les terrains vacants, on découragerait la spéculation, car les propriétaires devraient reprendre en compte le coût de la conservation d'un terrain non utilisé. La mise en œuvre de cette mesure simple pourrait être un pas décisif vers la régulation du marché immobilier en promouvant un développement plus équitable et accessible à tous, sans avoir besoin d'exproprier ou de confisquer des propriétés privées. En conclusion, taxer les terrains vacants est une stratégie viable et efficace pour éliminer la spéculation immobilière et favoriser un environnement urbain plus juste. La spéculation immobilière a été un facteur déterminant dans l'augmentation de la pauvreté dans tous les pays. Lorsque les prix des logements sont artificiellement gonflés, les gens sont obligés de consacrer une part importante de leurs revenus à se loger, ce qui limite leur capacité à investir dans d'autres domaines de leur vie, tels que l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. En éliminant la spéculation immobilière, on peut créer des conditions plus justes et équitables pour tous. Cela permettrait aux gens d'accéder à des logements abordables, ce qui leur donnerait la possibilité d'ouvrir des ateliers, de cultiver des terres et d'élever des animaux. La possibilité de financer leur propre logement sans le fardeau de prix exorbitants.
L'autosuffisance et le développement économique local seraient encouragés. De plus, en réduisant la pression sur le marché immobilier, on créerait un environnement propice à la création de petites entreprises. Les ateliers et les entreprises locales contribueraient non seulement à l'économie, mais renforceraient également le tissu social des communautés, en promouvant la collaboration et le soutien mutuel entre voisins. En conclusion, en s'attaquant à la spéculation immobilière, on ne lutte pas seulement contre la pauvreté, mais on ouvre un éventail de possibilités pour que les gens puissent prospérer, se développer et contribuer au bien-être de leur communauté. Il est essentiel de mettre en place des politiques qui régulent le marché immobilier et favorisent l'accès à un logement décent pour tous. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la pour poursuivre le combat de l'architecte Lowner.